Bien, dans cette seconde partie de l'exercice du guide d'onde, on cherche à exprimer, maintenant qu'on a la relation de dispersion, on cherche à exprimer complètement les champs électriques, les champs magnétiques, et puis le vecteur de Poynting qui nous permettra de savoir quelle est la puissance et l'énergie transmise par le guide d'onde. C'est une question importante parce que votre objectif, le guide d'onde, c'est justement pour guider l'onde et puis la faire propager dans le guide d'onde. Donc la question de savoir quelle est la puissance moyenne que vous pouvez pouvoir récupérer, c'est un point intéressant. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est à quelle vitesse l'onde se propage, en calculant les vitesses de phase et vitesses de groupe. Alors ceci, je ne le fais pas, mais c'est vu que la relation de dispersion est identique à celle du plasma, les mêmes calculs s'appliquent et vous trouverez les mêmes formules pour vitesse de phase, vitesse de groupe, simplement la pulsation de coupure a une signification, a une expression différente. Donc, je vais partir de l'expression du champ électrique qu'on a trouvé, bêta étant en fait connu, d'accord, il vaut racine de 1 sur c, racine de oméga carré moins oméga c carré. Alors, là, le point important, c'est que le champ électrique n'est pas le champ électrique d'une onde plane. Vous avez une dépendance, c'est-à-dire que dans le plan perpendiculaire à la propagation qui est uz, vous avez une amplitude du champ qui varie spatialement. Donc, on ne peut pas utiliser B égale U sur C vectoriel E, et il faut revenir à l'équation de Maxwell-Faraday. Donc, l'équation de Maxwell-Faraday est écrite ici. Bon, le terme le plus simple à calculer, c'est bien sûr, pour obtenir le champ B, le terme le plus simple à calculer, c'est le terme temporel. Donc pour le terme temporel, c'est assez simple, on sait qu'on excite oméga, donc le système va répondre à oméga, et le champ électrique comme le champ magnétique ont forcément une dépendance en exponentielle j oméga t. Donc quand je vais dériver temporellement, je fais juste apparaître j oméga et je recopie le champ, c'est ce terme qui est ici. Pour le terme de rotationnel, bon, on en applique simplement le rotationnel en cartésienne, vu que l'expression est en cartésienne. Je recopie les dérivées partielles, l'expression du champ électrique qui n'est que sur X, et ensuite pour les calculs. Donc le premier terme va renvoyer 0, le second terme qui est le terme sur Y fera apparaître une dérivée par rapport à Z, c'est ce terme-là, et le dernier terme qui est selon Z fera apparaître une dérivée par rapport à Y, c'est ce terme-là avec un signe moins parce que c'est le deuxième terme du calcul. Donc ensuite, pour terminer, comment faut-il faire? Eh bien, il faut prendre l'expression que vous avez pour la composante du champ électrique. La dérivée par rapport à Z va faire sortir un moins J bêta, mais les moins J vont se simplifier ici. Et sur Y, voilà, c'est ce bêta qui apparaît là, d'accord? Là, vous avez le bêta qui va sortir du calcul de dérivée spatiale avec le oméga, et là, vous avez ce bêta oméga qui apparaît, et puis le reste se recopie sur Y. Sur la composante sur Z, on fait la dérivée de EX bar par rapport à Y, donc c'est le terme supplémentaire par rapport à l'onde plane. Et donc ce terme-là, quand vous le dérivez, eh bien, il va faire sortir un pi sur V, donc c'est ce pi sur V qui est là. Vu qu'il y a un J qui est ici, qui ne va pas se simplifier cette fois-ci, donc là, vous avez un J qui reste en facteur, et donc ce J oméga qui reste en facteur, vous allez le retrouver, qui apparaît ici, J et oméga, qui réapparaissent ici. Et bien sûr, vu qu'on a dérivé le sinus, le sinus s'est transformé en cosinus. Voilà l'expression. Alors, une remarque, si le champ électrique était transverse, ce n'est pas le cas du champ magnétique. Vous voyez que le champ magnétique, il a une composante qui est selon uz, et cette composante selon uz, elle est dans la même direction que la direction de propagation. Il ne faut pas en être surpris, encore une fois, l'onde n'étant pas plane, vous n'avez pas l'obligation d'avoir dans le vide une onde transverse. Voilà, donc là maintenant nous avons les expressions du champ électrique et du champ magnétique. Pour l'instant, l'équation complexe. Alors, maintenant qu'on a les grandeurs en complexe, vu que l'exercice ne nous demande pas de calculer le vecteur de Poynting, mais uniquement sa moyenne dans le temps, on peut directement utiliser la formule pour trouver la moyenne, et la formule pour donner la moyenne peut être calculée en faisant 1 sur 2 mu 0 partie réelle de E bar vectoriel B bar étoile. Donc on va faire le calcul ensemble. Donc j'ai déjà 1 sur 2 mu 0. Ensuite, alors je vais essayer de voir, bon, je peux essayer de sortir tout ce qui est réel. Donc j'ai ce E0 qui est réel. Alors je vais commencer par le premier terme, excusez-moi. Donc j'aurai déjà un terme sur UX vectoriel UY. Donc ce UX vectoriel UY va me donner un UZ. Ensuite, alors dans ces deux termes-là, j'aurai donc du E0, il y a E0, E0, donc là je ferai apparaître du E0 carré. Hein, c'est ce E0 qui est là, on va barrer tranquillement les termes une fois qu'on les a utilisés. Donc ce E0 sur E0. Vous avez bêta sur oméga qui apparaît, donc on remet un bêta
sur oméga, donc ça c'est fait, je barre légèrement mais pour bien voir que c'est pris en compte. Ensuite j'ai le sinus au carré, donc j'ai sinus carré de pi y sur b. Maintenant, donc ça c'est pris en compte, ça c'est pris en compte. Alors, les termes exponentiels, attention, donc ici c'est e bar, donc ici c'est exponentielle j oméga t moins bêta z, mais vu que je vais prendre le conjugué, bêta conjugué, l'exponentielle complexe va faire exponentielle moins j oméga t moins bêta z, donc avec le ej θ et e de moins j θ, ça va faire 1, et j'ai donc pris tous les termes en compte. Vous voyez, parce que ces deux termes-là, vu que je prends le conjugué, ils vont disparaître. Voilà pour la partie du premier terme. Alors on pourrait se dire, il y a peut-être un second terme. Il y a le terme en ux avec uz qui contribuerait à créer une composante pour le vecteur de Poynting en uy. Mais là, vu que je m'intéresse directement à la moyenne dans le temps, hein, le vecteur de Poynting instantané aurait bien une composante sur y. Mais quand on fait la moyenne dans le temps, en fait, vu le calcul qu'on fait, eh bien, comme tout à l'heure, vous allez avoir l'exponentielle là et puis l'exponentielle conjuguée qui vont simplifier, mais pour le calcul entre ux et uz, qui ferait du moins uy, l'idée c'est que vous avez ce facteur j. Et donc, en fait, toutes les grandeurs sont réelles, sauf ce facteur j, une fois que les exponentielles complexes sont simplifiées. Donc, ce facteur j, bah, sa partie réelle, c'est bien sûr 0. D'accord? Donc, en conclusion, le terme sur y fera 0. Et donc, voilà la réponse. La valeur moyenne du vecteur de Poynting et cette expression-là. Alors maintenant, si on veut trouver la puissance qui traverse le guide d'onde, il faut simplement se souvenir que le vecteur de Poynting, c'est une puissance, enfin, en dimension, une puissance par une surface, c'est-à-dire des watts par mètre carré. Et donc, pour connaître la puissance qui va traverser le dispositif, donc un point important, bon, sans surprise, la valeur moyenne du vecteur de Poynting est forcément selon uz, parce que l'onde, elle se propage dans le guide d'onde, elle peut éventuellement taper sur les bords, enfin globalement elle est bien obligée d'avancer selon le guide d'onde, comme le montre la propagation. Donc sans surprise, le vecteur de Poynting en moyenne est bien selon uz, ça c'est le point important. Donc l'onde va bien, le vecteur de Poynting va bien également être comme ceci. Et pour trouver le vecteur de Poynting, il va falloir intégrer le vecteur de Poynting sur l'ensemble de la surface. Donc vous avez le vecteur de Poynting, si uz est comme ceci, vous avez le vecteur de Poynting qui est dirigé comme ceci, et l'élément de surface qui est aussi dirigé comme ceci. Alors simplement, il faut faire attention à un point. La puissance moyenne, ça va être l'intégrale double de la moyenne du vecteur de Poynting scalaire l'élément de surface, qui sera orienté comme ceci, donc les deux selon uz. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire pi fois s, parce que le point important ici, c'est que le vecteur de Poynting, il dépend de la position. C'est-à-dire que c'est logique, parce qu'on sait que le champ électrique doit s'annuler aux parois. Et donc, le vecteur de Poynting, il a une forme en sinus carré pi y sur b. Donc, il varie selon y. Donc, vous êtes obligé de faire une intégrale. Donc, l'élément de surface, encore une fois, l'élément de surface, ce sera un petit élément qui est ici. Et ce petit élément-là, eh bien, on regarde la propagation selon qui va traverser le guide d'onde, donc selon uz. Et sa petite valeur, ben, c'est du dx, dy. D'accord, la section que vous traversez, c'est une section en xy. Donc vous mettez dx, dy, vous recopiez l'expression du vecteur de Poynting. Bon, il reste à faire une intégrale qui n'est pas très compliquée. Vous avez x à intégrer, enfin, pour l'intégrale sur x, ce qui est dans l'intégrale ne dépend pas de x, donc le a va apparaître directement. Alors pour le terme sur y, c'est un tout petit peu plus compliqué. Une façon de faire, c'est simplement de linéariser le sinus carré, sinus carré x en 1 moins cosinus 2x sur 2. On se retrouve à intégrer un cosinus entre deux valeurs 0 et b, rien de très difficile. Et on arrive normalement, sauf erreur, à ce résultat-là pour la puissance qui va être transférée au sein du guide d'onde. Bien sûr, vu qu'il y a bêta qui apparaît ici, on retrouve l'idée que si oméga est juste voisin de oméga c, eh bien en fait la puissance transférée est quasiment nulle, parce que voilà, vous avez en fait oméga moins oméga c qui va apparaître, oméga carré moins oméga c carré qui apparaît dans la formule. Donc voilà pour le calcul complet énergétique du guide d'onde.